لا مش تزعل ولا حاجة. On n'a pas encore commencé. Je suis étudiante ici. On va le passer, donc je voulais voir. Bon, allez. C'est pas grave. Si ça me dérange. C'est plaisir. موفق إن شاء الله دكتور عارف. بارك الله فيك وباركوا جميعا إن شاء الله. الله يخليك يا ريس. شايف من تيزر كمان؟ ما انا عملت مخلص والله؟ انا لسه بس مو هاي تبعت الشيء هاي ما لا اسوي فيها نهائيا هو تيست يعني عباره عن موضوع السب يعني وليس اي يعني نعم. انا ان شاء الله لي فكره يعني اسوي شخصيه يعني ترفض. هدف علمي وليس عقبالك. في شباب ان شاء الله طلع على درجة الصوت بس يسمع كويس. تسمع كويس برضه إنه ودانه فيها مية. احنا هنبدا بقى ندور على الاعذار. نبدا ندور على الاعذار يا باشا. انا ميه وفين وبتاع وضروري بص كده. شفتها زي مية وبتاع ده مية. اشفطها لك يا عم. أنا عايز أعرف عايز حاجه هيبص حد يكون تاني. ماشي. مبارك الله أخبارك إن شاء الله. اللمبه دي بايد وتطفي. ايوه ماشي هيبان. Bien, alors nous sommes aujourd'hui réunis pour la thèse de M. Fayet. Alors on doit préciser, éliminer que depuis le décret du 27 avril 2002, le directeur de recherche puis le président lors de la soutenance de la thèse, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de monter cette émission pour des raisons textuelles essentiellement. Bien, M. Fayet, nous allons respecter la tradition et dans un premier temps, je propose de préparer un texte. Nous allons écouter votre présentation. Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, informé il y a quelques jours que ma soutenance est fixée aujourd'hui, j'ai aussitôt commencé à préparer une présentation du sujet de ma thèse sur la qualification du contrat d'assurance et le droit civil comparé français et égyptien. Pour que cette présentation soit claire, significative et brève tant que possible, je me borne à quelques points essentiels. L'assurance, comme vous connaissez, trouve ses racines dans la course aventure. Par ce dernière, l'assurance commence à lutter contre le risque maritime. Mais le risque arrive à bon bord aussi, d'où vient l'assurance terrestre. Cette dernière était confondue avec l'activité légalement prohibée, oui, mais après avoir approuvé son importance économique et sociale, le contrat d'assurance est l'objet d'une organisation juridique impérative. En France, par la loi du 13 juillet 1930, déjà codifiée, en Égypte par le Code civil de 1948. À partir de cette date, le contrat d'assurance ne cesse d'évoluer. Cette évolution trouve en fait sa raison d'être dans la diversité de risques. Vous voyez, le risque règne sur le monde actuel. On voit partout le risque de travail, le risque d'accident de la circulation, même le risque d'une exécution de l'obligation. Autrefois, la réalisation de risque était considérée comme le destin ou une fatalité. Aujourd'hui, la restitution sociale a pu surmonter cette vision déjà vieille. Néanmoins, le risque n'est plus catastrophique comme était autrefois, incendie, vol, décès. Mais il contient maintenant tout ce qui influe sur le confort ou le bien-être de l'homme. Donc, la notion de risque
devient contenir maintenant tous les aspects qui causent de troubles dans le confort ou le bien-être. Tout cela conduit bien sûr à varier les activités d'assurance. Pour répondre à ces nouveaux besoins de sécurité, l'assureur ouvre leur activité et présente un montant de nouveaux produits correspondant aux risques liés à certains domaines, la pollution, l'informatique, la protection juridique, le temps de loisir, à savoir le préjudice d'agrément, les personnes en difficulté, à savoir l'activité d'assistance. En effet, la théorie générale du droit privé ou la théorie du droit privé doit traduire cette nouvelle tendance pour ne pas être éloigné de la réalité sociale, autour de laquelle doivent être établies toutes les règles, les notions et les techniques juridiques. Dans cette optique, notre thèse représente un pas vers la réalisation de ce but. Je peux résumer certaines manifestations de la contribution de mon travail au développement de la théorie de droit privé. En effet, cette étude qui se consacrait principalement au contrat d'assurance peut parfois avoir un apport général valable d'être appliqué à tous les contrats spécifiques. Numéro 1. Formulation de conception de la qualification. En matière de qualification, le contrat d'assurance apparaît riche en raison de la richesse de ses diversités. De ce fait, la première manifestation consiste dans la formulation d'une conception de la qualification pour contenir non seulement les faits et les actes juridiques, mais aussi les dispositions légales elles-mêmes. Formuler une conception de la qualification nous aide à réaliser plusieurs buts, parmi lesquels le contrôle sur la disposition légale pour savoir les rapports ou les différences avec les normes fondamentales dans la société. On a beau réaliser ce but par le pouvoir d'introduire des considérations sociales, économiques, religieuses dans la qualification des accords de volonté. Numéro 2, recherche d'un rôle de contrôle sur l'activité d'assurance et l'élément technique dans la création de contrats. On a beau déduire que, alors que l'assureur agréé, c'est une condition nécessaire à la qualification de contrat d'assurance, l'élément technique ne constitue qu'un instrument sert à l'assureur à bien équilibrer et bien gérer son entreprise. Néanmoins, on a beau déduire l'existence d'un équivalent juridique de chaque élément technique sur le plan juridique de contrat d'assurance. Numéro 3, notre étude a clairement observé l'évaluation conceptuelle qui s'est passée dans la théorie du droit des assurances pour absorber les nouvelles tendances dans la vie sociale. Tout d'abord, le changement de concept de risque dans la vie sociale. Celle-ci n'est plus à caractère sinistré, comme on vient de le dire, mais elle contient maintenant tous les aspects qui affectent le confort ou le bien-être. Ce changement dépend, bien sûr, du niveau de la vie dans chaque société. En effet, chaque pays essaie, pour sa part, de réaliser un degré au plus de ce confort à ses concitoyens. Mais l'essentiel, c'est que le risque qui représente l'élément typique dans le contrat d'assurance donne à ce dernier la raison d'être et à l'inspiration pour l'évaluation et le distingue d'autres actes juridiques aléatoires. À cette occasion, on a beau proposer la distinction entre le risque et l'alerte. Ensuite, l'identification de l'objet de contrat d'assurance en tant qu'opération juridique que les parties veulent réaliser, cette opération qui est représentée par les obligations fondamentales des parties nous aide à distinguer clairement dans l'obligation de l'assureur entre l'obligation de couverture et l'obligation de règlement. Alors que la première domine la matière de l'obligation de l'assureur
La deuxième n'aborde que la modalité de son exécution. On a aussi observé quelques changements opérés. La nature de l'obligation de la SORER, de l'obligation de donner à une obligation de faire. La prestation de la SORER est une prestation pécuniaire et une prestation de service. On a beau utiliser l'obligation de la SORER d'obéissement et prime comme critère de qualification de contrat d'assurance, sous-critères distinguent le contrat d'assurance, le contrat d'entreprise et le contrat de cautionnement. Le concept de l'objet de contrat d'assurance comme l'opération juridique représentée par l'obligation fondamentale de partie est capable d'approuver les nouvelles formes de l'assurance et présente en même temps une aspiration pour l'évaluation soit en droit français, soit en droit égyptien. Enfin, on a pu analyser la cause du contrat d'assurance en tant qu'intérêt espéré du type de ce contrat, mais on a rencontré un problème majeur. Celui-ci consiste dans l'existence des notions d'intérêt d'assurance. Toutefois, on a pu surmonter ce problème en prouvant la coïncidence entre les deux notions, l'intérêt d'assurance et la cause. De ce fait, on a beau construire une construction unitaire de la cause dans le contrat d'assurance, ce qui nous aide à généraliser cette conception à toutes les sortes d'assurance, assurance de dommages, assurance de personnes. Partant, on a proposé une conception unitaire de contrat d'assurance. Numéro 4. La pratique de la qualification, selon l'expression de M. Pensier, indique quelques conclusions utiles. Tout d'abord, notre étude du contrat d'assurance mixte sur la vie indique que ce contrat remplit toutes les conditions juridiques nécessaires à la qualification de contrat d'assurance. Toutefois, ce contrat souffre de plusieurs problèmes face à l'ordre public. C'est pourquoi une réforme me paraît indispensable pour bien intégrer ce contrat dans le système juridique. Ensuite, le développement de l'assurance en tant qu'accours à mettre en cause plusieurs instruments et principes juridiques classiques. Par exemple, l'assurance collective participe à mettre en cause la stipulation pour autrui comme fondement juridique absolu de ce contrat à caractère collectif. C'est pourquoi on a essayé de développer le contrat cadre pour justifier la particularité du contrat d'assurance de groupe. Enfin, la nouveauté vient encore de l'introduction de considérations économiques, sociales et religieuses dans la qualification juridique. Par exemple, on a pu proposer une nouvelle présentation de l'ordre public dans le contrat. Cette présentation consiste à rattacher essentiellement l'ordre public aux effets du contrat et non à sa formation. Cette nouvelle proposition de l'ordre public a été examinée dans le droit comparé. On a beau aborder la portée de respect de l'ordre public dans la qualification du contrat d'assurance en droit français, en droit égyptien. De ce fait, la pour comparer est notable dans notre étude. Notre thèse constitue un symbole comparatif entre le droit français et le droit égyptien. On a aussi abordé, tant que possible, le droit communautaire et la charia islamique. L'étude comparée est très importante à l'époque présente. En notre sens, c'est moyen de droit comparé constitue un instrument indispensable pour renouveler notre science juridique. Il doit nous servir à mieux connaître, comprendre et pénétrer notre propre droit. De ce fait, l'homme ne doit pas renoncer à son droit, mais essayer de le connaître, de l'améliorer. Notre but est toujours de réaliser le bien comprendre de notre droit, de réaliser la coordination de différents composants
du système juridique. Toutefois, cet apport n'était pas facile à saisir. Comme le dit M. Denis Talon, le comparatiste, qui n'est beau savoir tout sur tout, court toujours le risque d'être superficiel et incomplet. Pour être réel et complet, notre étude essaye de saisir tous les aspects de la matière de qualification du contrat d'assurance. Il ne se limite pas à des aspects nettement juridiques, mais elle contient également les aspects sociaux, économiques et religieux. Dans cette optique, le port communautaire et le droit islamique nous présentent une utilité précieuse. Quant au droit communautaire, on a beau noter le changement de plaisir concept de contrat d'assurance sur l'influence de ce droit, par exemple le risque et la prestation de l'assuré. Quant au droit ou la charia islamique, on l'a présenté en tant que source formelle, ou la source principale même de la législation égyptienne, et en tant que le composant essentiel de l'ordre public en Égypte. J'ai rencontré bien sûr des difficultés dans cette recherche, mais en général, je n'aime pas parler des difficultés parce que, comme vous connaissez, celles-ci existent partout. C'est pourquoi je vous laisse l'estimation de ces aspects. Mais je voudrais quand même passer si vite à deux problèmes. Je viens d'indiquer le problème de droit comparé et la difficulté de faire une étude comparative. À côté de cet aspect, j'aime bien indiquer que la maîtrise d'une langue étrangère et l'utiliser dans la rédaction d'une thèse n'est pas tout à fait une entreprise facile. Après avoir brièvement exposé les points essentiels de ma thèse, il ne me reste que remercier tous ceux qui m'ont présenté l'aide et le soutien. J'exprime ma satisfaction à ma patrie Égypte qui m'a accordé une bourse pour effectuer cette étude. Et lui adressant mes remerciements, je n'ai fait que honorer mes devoirs. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à mon professeur Philippe Delbecq, qui m'a fait l'honneur d'accepter la direction de ma thèse. Aujourd'hui, je lui adresse tous mes remerciements. Un témoignage d'une profonde gratitude pour l'enseignement et la confiance mise à moi, grâce auquel ce travail a été mené à bonne fin. Je remercie infiniment aussi bien M. Alain Gouzi et que M. Frédéric Jérôme Pensier de bien vouloir accepter d'être membre du jury, et pour M. Alain Gouzi de m'a fait l'honneur de présider la jury de ma thèse. Vous, tous les deux, M. Alain Gouzi et M. Pensier, trouvez ici l'expression de mon remerciement les plus distingués. En effet, ma thèse doit beaucoup au soutien moral de ma petite famille, mon épouse et mes deux enfants, qui fait beaucoup de bruit sur l'escalier. C'est pourquoi je leur exprime ma vive reconnaissance. Enfin, je tiens à remercier tous mes amis et mes chers confrères qui assistent aujourd'hui à ma soutenance. Et je trouve ici l'expression de ma sincère remerciement. À titre de conclusion, dans cette présentation, j'essayais de valoriser les points essentiels de mon travail, en vous laissant bien sûr l'estimation finale de cette thèse. Mais pour finir, je voudrais indiquer qu'aucun travail n'est pas complet. C'est pourquoi je vous demande l'excuse pour les défauts qui peuvent exister dans cette thèse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Fay. Alors, la tradition veut que la parole soit tout d'abord donnée au rapporteur et au premier d'entre eux. Donc, tout de suite, la parole est pour Monsieur Alain Gouzi. Bien, merci, Monsieur le Président. Monsieur Fayed, votre directeur de thèse, Monsieur Delbecq,
devait se faire une très haute idée de ce que vous êtes en vous proposant ce sujet, parce que c'est le type même de sujet faussement facile. Et vous avez surmonté cette difficulté, mais comme il considérait que ce n'était pas assez pour vous éprouver, il m'a demandé d'être dans votre jury et il vous expose à quelqu'un qui est malade, qui s'exprime très mal, qui éternue sans arrêt, et j'espère que vous aurez la patience de surmonter cet autre handicap. Je voulais tout de go vous rassurer. Vous terminez par des excuses sur ce que pourrait être la forme de votre thèse. Alors là, vraiment, je crois que vos propos ne sont pas du tout justifiés, parce que votre thèse se lit bien, elle est claire, et elle se découvre, en ce sens que, ne le prenez pas mal, on vous parcourt comme on lirait un livre, mais pas un livre de droit. Vous nous racontez le contrat d'assurance et on voit bien les problèmes qui se succèdent, les uns derrière les autres donc, et avec chaque fois les difficultés que vous évoquez, avec, c'est votre choix, et c'est un choix utile, la comparaison constante entre le regard égyptien, le regard français sur cette difficulté. Donc je crois que sur ce point, vous n'avez pas du tout à rougir de votre travail, bien au contraire, c'est un travail qui, pour ce qui me concerne, ne comporte que les défauts classiques que l'on peut trouver dans toute thèse et pas la thèse d'un candidat de nationalité égyptienne. Et je vous dirai, moi, quelques regrets que j'éprouve en lisant votre thèse, vous observerez qu'ils n'ont rien à voir avec la langue. Rien. Alors, je vous dirai mon intervention d'une manière un peu simple. Dans ces grandes lignes, je commencerai peut-être par quelques éléments positifs, puis quelques éléments négatifs, et puis ensuite, puisque tel est l'objet de cet exercice, je vous poserai des questions pour que vous puissiez défendre votre thèse. C'est une soutenance, c'est donc à vous de défendre, et pour pouvoir défendre, encore faut-il que vous soyez en position d'avoir à défendre. Sur les grandes lignes, l'impression générale que je retire de votre travail, c'est que c'est un travail qui est vraiment globalement satisfaisant. Il est globalement satisfaisant parce qu'il répond à toutes les exigences que l'Académie pose pour une thèse. L'appareil scientifique, qui est quand même l'élément majeur, est un appareil scientifique de qualité, il est à jour. J'irai jusqu'à dire que vos lectures sont impressionnantes. Vous êtes allés analyser, lire des auteurs sur des questions voisines du contrat d'assurance, jamais pour faire une sorte de remplissage bavard, mais vous l'avez fait parce que vous aviez le sentiment qu'il y avait une idée, un raisonnement, qu'il était possible d'exploiter et d'incorporer dans votre matière. Ça, c'est le signe de la qualité. Vos notes en bas de page sont souvent de qualité également. Il y en a même une je vous en parlerai tout à l'heure. Je relisais mes notes tout à l'heure et donc je relisais votre travail qui m'apparaît époustouflante. Vous avez réussi en une note en bas de page à expliquer ce qu'est le contrat d'assurance. C'est-à-dire, il y a tout. Chaque mot compte, c'est très dense. Enfin, il y a tout. On y reviendra. On y reviendra. Vous disais-je, votre présentation est claire, oui. Vos introductions conduisent, facilitent le travail de la lecture. Et puis surtout, vous avez cette vertu que n'ont pas tous les candidats, malheureusement, c'est que vous pensez au lecteur. Et régulièrement, vous faites des petits résumés, des sortes de conclusions intermédiaires, des conclusions de sections, comme la section intello, de chapitres, de titres, de parties. Donc tout ça, c'est à mettre à votre actif. Vous avez aussi, j'évoque davantage le fond, un mérite
même si, je vous dis tout de suite, je trouve qu'il aurait peut-être fallu faire autrement, mais on est là pour discuter. Vous avez le mérite d'évoquer une question qui souvent est, non pas occultée, mais qui est un petit peu mise sur la touche. C'est la question de l'intérêt dans le contrat d'assurance. Vous venez de vous en expliquer dans votre exposé introductif en nous disant que, de parti pris, vous considériez que l'intérêt avait sa place et qu'il fallait l'incorporer dans la cause, car c'était pour vous un moyen de proposer une construction unitaire du contrat d'assurance, quelle que soit la diversité de ses manifestations aujourd'hui. Il me semble que c'est à mettre à votre crédit, parce que, pour ce que j'en sais, tout le monde ne s'intéresse pas à l'intérêt. Et le mouvement causaliste, que je trouve hypertrophié en France, le mouvement causaliste a tendance à absorber l'intérêt, mais sans même identifier que c'est l'intérêt. Tandis que vous nous dites, attention, il y a l'intérêt, ça existe, mais moi, Fayed, je considère que l'intérêt que je viens d'identifier fait partie de la cause. Alors que d'autres ne distinguent pas entre cause et intérêt. Donc ce sont autant d'éléments, il y en a d'autres, mais je serais rentré dans le détail et je ne voudrais pas allonger à l'excès. L'autre élément qui va vous étonner, mais pas beaucoup, ça ne va pas beaucoup vous étonner, c'est que vous avez le mérite d'évoquer une question qui est également importante. Ce sont les relations intellectuelles, juridiques, entre le jeu, le pari et l'assurance. Je crois que vous avez bien fait et j'ai assez apprécié la manière dont vous présentez le critère de distinction entre les deux. Je crois que vous auriez pu être encore brutal, mais je n'ai pas le sentiment qu'il soit de votre tempérament d'être brutal. Donc le regret que j'ai, c'est que vous avez ouvert une piste, vous n'allez pas jusqu'au bout de la piste. Voilà donc quelques éléments qui sont à mettre à votre crédit. Donc c'est une thèse qui se lit, qui est sérieuse, qui permet à quelqu'un de découvrir la matière et de la découvrir à travers des questions délicates. Donc c'est une petite visite guidée des difficultés du droit de l'assurance. Toujours sur les grandes lignes, quelques regrets. Vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, sauf la discussion que nous allons avoir au fond, bien sûr. Sur les regrets, je vous l'ai dit d'emblée, moi je ne partage pas votre prétention sur votre style et autres. Je trouve que ce n'est pas là qu'il faut qu'on peut vous adresser quelques reproches, pas du tout. Le point, c'est, que je vous signale, c'est qu'au début de votre thèse, pas à la fin, au début, vous écorchez un peu l'orthographe du nom de certains auteurs. Très vite, ce sont des noms qui réapparaissent dans votre thèse, et là, ils sont correctement orthographiés. Donc, un exemple, mais c'est uniquement pour illustrer mon propos. S'agissant par exemple du professeur Mazot, vous oubliez le D qui est à la fin. Mais après, quand il réapparaît dans la thèse plus loin, il y a le D. Bon. Donc ça, je pense que c'est un problème de dactylographie, de frappe. Oui. C'est un problème classique. Les fautes sont toujours au début et pas à la fin, parce qu'il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dedans. Bon. Alors, plus sérieux. Plus sérieux. Plus sérieux, le problème de construction même de la thèse. Ce problème de construction même de la thèse, deux regrets à deux niveaux différents. Le premier niveau, qui n'est pas très grave, mais que je vous signale, parfois vos conclusions, Monsieur Fayed, ne sont pas des conclusions. Ce sont de vrais développements. Et parfois,
vous voulez conclure en disant, bien voilà, conclusion du chapitre, conclusion du titre. Et en réalité, c'est là que vous abattez les cartes. Exemple, vos propos sur le professionnel. C'est la seule. Vous dites, monsieur? C'est la seule conclusion qui existe, dans laquelle existe de nouveaux développements. Eh bien, moi, vous avez la preuve que vous avez été lu. Oui, bien sûr, oui. Bien. Exception, confirme avec. J'ai la maladie de lire des thèses. C'est curieux. Mais c'est pas ça qui me donne le rhume. Parce qu'il m'arrive de lire des thèses sans être enrhumé. Donc, monsieur, là, il y a un vrai problème. C'est ennuyeux parce que on va apprendre dans la conclusion des choses qu'on a cherchées dans le développement, et pendant qu'on vous lit dans le développement, on dit, mais c'est incroyable, pourquoi il ne parle pas de ça? Parce que la lecture, c'est un dialogue avec l'auteur. Et en vous lisant, on vous parle. Alors, il va en parler, il n'en parle pas, il va en parler, il n'en parle pas, il va en parler, il n'est pas compté, il n'en parle pas, il n'en parle pas, il n'en parle pas. Bon, conclusion. C'est incroyable, mais il est passé complètement à côté du problème. Et au moment où on a le sentiment que vous êtes passé à côté du problème, on est en plein dedans. C'est ennuyeux parce que ça veut dire qu'en réalité, ça n'a pas été bien construit. Ça n'a pas été bien construit. Il eût fallu repenser le développement professionnel et incorporer l'apport de la conclusion dans le corps du développement. Alors, en allant un peu plus loin, dans cet ordre d'idées, vous allez voir que déjà on est dans la discussion. On est dans la discussion. S'agissant de votre plan lui-même, s'agissant de votre plan, il y a quelque chose qui m'étonne. Et franchement, ça m'étonne d'autant plus que votre propos introductif, là, maintenant, n'a pas du tout levé mon étonnement. L'élément technique. Selon vous, monsieur Fayed, qu'est-ce que c'est que l'élément technique dans le contrat d'assurance? C'est une question. Oui, c'est une question. Et vous, en plus, vous répondez, hein, vous répondez. Donc, c'est quoi, en deux mots? Vous croisez un enfant en bas, il est en première année, à l'université, vous dit, on nous a expliqué l'élément technique, j'ai rien compris. Et vous lui dites, mais c'est simple, l'élément technique. Et qu'est-ce que vous lui répondez? Je n'entends pas l'élément technique, c'est l'élément financier. Très bien. Qui utilise l'assureur pour équilibrer son entreprise, comme la loi de statistique, la loi de grand nombre. On est tout à fait d'accord. Stop. Oui. Pourquoi ça fait partie des éléments subjectifs? En fait, cet élément un petit peu arbitraire, mais je regardais à la personne de l'assureur. C'est pourquoi je le classais dans les éléments subjectifs. Parce que du point de vue de l'assureur, oui. Mais alors, M. Fayed, vous êtes assureur. C'est l'entreprise d'assurance Fayed. Je viens voir M. Fayed, je lui dis, M. Fayed, je voudrais que votre entreprise assure mon automobile, par exemple, ou ma vie. Vous allez me dire que les éléments techniques que vous allez prendre en considération sont subjectifs uniquement parce que c'est vous qui allez faire les calculs. Oui, en fait, parce que l'entreprise d'assurance qui fait le calcul. Et parfois, ne fait pas le calcul. Par exemple, on a beaucoup de risques rares qui ne réalisent pas la fréquence quand c'est nécessaire. Et malgré ça, l'assureur accepte de l'assurer. Pourquoi? C'est un apport totalement subjectif. Un choix personnel de l'entreprise, en fait. Bon, moi ça m'a gêné, mais c'est pas une objection déterminante. Hein. Ça m'a gêné, j'ai dit c'est curieux, moi l'élément technique, je l'aurais basculé dans les éléments plutôt objectifs, puisque ce sont des statistiques et des mathématiques, hein, jusqu'à nouvel ordre. Et moi j'avoue que j'ai peine à imaginer
que les statistiques et les mathématiques soient subjectifs. Mais je comprends maintenant mieux votre choix. Et alors, cette remarque me conduit à la remarque symétrique. Je pense que vous avez déjà deviné ce que je vais vous dire. Pourquoi vous mettez la cause dans les éléments objectifs? Oui, en fait, c'est une question très, très intéressante. Parce que la cause, selon la théorie classique, c'est la contrepartie réciproque. Mais selon la théorie moderne, c'est le motif ou le mobile qui affecte la personne de contractant. Mais selon notre avis, notre opinion, j'ai classé la cause dans les éléments objectifs en tant qu'intérêt espéré de chaque type de contrat. Donc c'est un élément tout à fait objectif, non rattaché à la personne de contractant, non rattaché que à l'utilité exigée ou espérée de modèle de contrat. Donc, nous avons progressé. Oui. Parce que je trouve que vous êtes beaucoup plus clair maintenant que vous n'êtes dans votre propos. Vous nous avez... Enfin, je ne veux pas vous faire dire ce que vous ne pensez pas, mais en vous écoutant, l'intérêt au contrat d'assurance, c'est l'utilité du type de contrat d'assurance. Oui. Donc je dis bien l'utilité du type de contrat d'assurance. Donc un contrat d'assurance automobile a pour utilité de me permettre d'être remboursé de toutes les dépenses que j'aurais faites si je casse ma voiture. Et un contrat d'assurance responsabilité a pour utilité de me couvrir de toutes les sommes auxquelles je pourrais être condamné si j'engageais ma responsabilité. Donc maintenant je comprends mieux votre raisonnement. Comme vous avez cette définition de l'intérêt au contrat, vous l'incorporez dans la cause, et bien sûr, à ce moment-là, c'est une cause qui est plus objective qu'une cause subjective. Mais alors, là où je vous suis moins, et j'anticipe sur ce que j'aurais voulu vous dire, mais c'est la conversation, vous avez, parmi vos belles pages, une page fort intéressante où vous comparez la consideration de la common law avec la cause et avec l'intérêt. Vous vous souvenez de ça? Oui, je me souviens, pas beaucoup. Je vais vous rappeler ce que vous avez écrit. Quand vous étudiez la cause et autres, vous nous dites, ce qui est intéressant en droit anglais, c'est que chez eux, la consideration, c'est pas tout à fait comme la cause. Ça ressemble plus à l'intérêt. Voilà ce que vous écrivez. Et vous vous appuyez sur les travaux d'une dame qui est professeure ici, dans cette université, Madame Setfond-Green, sur l'obligation fondamentale, je crois, je ne peux pas modifier l'intitulé de son étude. Oui, il y a notre ouvrage en anglais. Voilà. Bon. Bon. Bon, mais si vous ne vous souvenez pas, ce n'est pas la peine de poursuivre la conversation là-dessus, mais c'était le regret que j'ai éprouvé, c'est que là encore, je trouve qu'il y a dans votre thèse, à ce stade, comme dans bien d'autres, vous croisez une question importante. Vous avez le mérite de mettre le doigt dessus, ce qui fait que tout le monde la voit, mais vous ne l'exploitez pas en totalité. Je trouve que c'est dommage. Parce que la comparaison que vous faites à propos du contrat d'assurance entre consideration et cause est très intéressante. D'habitude, on compare cause et consideration dans les ouvrages sur les obligations.
En général, on explique que le droit français repose sur la théorie de la cause, enfin parmi ses conditions de formation, que les Britanniques ne connaissent pas la théorie de la cause, qu'ils connaissent la consideration, que bien souvent on aboutit au même résultat, mais pas toujours. La petite musique que vous connaissez. Vous, ce que vous avez fait d'intéressant, c'est que vous avez appliqué cette distinction au contrat d'assurance. Et quand on l'applique au contrat d'assurance, elle présente un grand mérite. C'est qu'elle révèle ce que serait l'intérêt au contrat d'assurance, mais curieusement, peut-être différent de la cause, alors que pour vous, il est dans la cause. Oui. Ça vous rappelle des choses, ça? Oui, je retrouve la page. Voilà, nous sommes sauvés. Non, parce qu'il y a parfois, j'invente des choses pour vérifier si le candidat peut observer que j'ai inventé. En fait, j'utilisais la consideration pour l'assurance sur la vie. C'est pour un seul type de contrat d'assurance. Et à titre de raisonnement. Et en fait, alors, je n'avais pas l'intention de traiter en détail. Oui, mais je trouve que c'est dommage. C'est pas un reproche, je trouve que c'est dommage. Vous êtes en retrait par rapport à ce que vous auriez pu apporter. Oui. Vous auriez pu aller un tout petit peu plus loin que ce que vous avez fait, parce que vous avez le mérite d'avoir ressenti le problème. C'est pour ça que c'est un regret. En fait, permettez-moi. Mais on est là pour ça, allez-y. En fait, je suis d'accord avec vous pour la mérite de la distinction entre la cause et la consideration. Mais ce n'était pas mon problème. Mon problème, c'est d'approuver que l'intérêt dans le contrat d'assurance sur la vie représente la cause de ce type de contrat. C'est mon problème. Mais pour la distinction entre la cause et la consideration n'était pas le vrai problème. Vous êtes sérieux, M. Fayette, quand vous dites ça, ou c'est pour plaisanter? Si vous stipulez un contrat d'assurance sur la vie, bénéficiaire vos enfants, la cause de ce contrat d'assurance sur la vie, c'est l'intérêt tel que vous l'avez défini tout à l'heure? Utilité concrète du contrat d'assurance sur la vie? Ou c'est pas tout simplement d'aller dire au regard de l'âge de mes enfants, au regard de la situation de la famille, au regard, situation au sens large du terme, conditions de ressources, difficultés quotidiennes de la vie, les problèmes propres à la famille Fayette. Il y a lieu de souscrire un contrat d'assurance sur la vie, plutôt que de vous contenter d'une vision générale, impersonnelle, en disant « oui, tout contrat d'assurance sur la vie a pour utilité de procurer une indemnité en cas de décès de l'assuré ». Il n'y a pas un élément qui est plus personnalisé? Si. C'est ça qui me gêne. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous pour cet aspect, mais ce n'était pas le problème. Ou ce n'était pas ma contribution. En fait, j'ai fait une distinction entre le contrat d'assurance lui-même et la clause de bénéficiaire de ce contrat. Dans l'assurance sur la vie, il y a deux entités. Le contrat d'assurance qui a une cause comme intérêt. C'est un contrat d'assurance. Pour les enfants en faillite, la famille, c'est une stipulation pour l'autrui. C'est une clause rattachée
à l'opération principale. Ce n'est pas le contrat lui-même, mais c'est une condition de bénéficier de ce contrat. Donc, l'élément subjectif existe dans ce dernier élément pour la stipulation pour autrui, l'intérêt moral de cette opération. Mais pour le contrat d'assurance, l'intérêt reste comme il est toujours, selon moi, la cause de ce contrat. Quelqu'un a besoin de conclure un contrat d'assurance sur sa vie, recherche toujours un intérêt, d'obtenir une somme déterminée. C'est l'intérêt, et c'est tout. Mais pour transmettre cette somme à quelqu'un d'autre, c'est autre chose, c'est une stipulation pour autrui. Dans cette dernière, il y a l'élément subjectif, comme vous venez d'indiquer, c'est l'intérêt moral ou le mobile ou le motif de ce bilan. Compris. Quelques petites questions ponctuelles. Je ne suis pas trop long. Bon. Question ponctuelle. Parmi les belles questions que vous évoquez, la requalification. Notamment en raison de l'absence de prime, et vous-même avez dit dans votre exposé introductif que c'est une de vos préoccupations. C'est légitime, votre sujet porte pour titre la qualification. Alors, en vous lisant, je me suis posé des questions que je vous livre et on va voir si j'ai bien compris. C'est page 55 et suivant. Mais c'est un long développement, c'est dans le volume premier. Vous envisagez l'hypothèse, monsieur, et alors si je n'ai pas compris, vous m'arrêtez. Vous envisagez l'hypothèse où on aurait pu imaginer un contrat d'assurance sans prime. Il n'y aurait pas de prime prévue. Et la question que vous développez, la suivante, le contrat est-il nul? Est-il concevable de stipuler un contrat d'assurance sans prime? Et là, vous avez des développements que je n'ai pas très bien saisis. Je ne les ai pas très bien saisis parce que vous êtes très nuancé, et tellement nuancé qu'à un moment donné, je ne sais plus très bien quelle est votre position. Je crois comprendre que pour vous, un contrat d'assurance sans prime ne serait pas nul en soi. Que ce serait un contrat à requalifier, je prends mes notes, en acte gratuit. Et alors, si c'est ça, dire que c'est un acte gratuit, c'est une qualification ou un caractère de l'acte? Deuxième question dans la question. Comment pouvez-vous concilier cette analyse avec ce que vous dites quelques pages plus bas à propos du professionnel? Peut-on imaginer, et je fais parler M. Fayed, mais je fais parler M. Fayed à l'envers, c'est-à-dire que je commence à la fin du volume premier pour retourner au début du volume premier, que en matière d'assurance, le contrat ne peut être stipulé que par un professionnel de l'assurance. Deuxièmement, ce professionnel de l'assurance puisse valablement passer des contrats à titre gratuit. Ça vous choque pas, ça? Si. Ça vous choque? Ça vous choque? Si ça vous choque, où est la difficulté? En effet, comme vous avez remarqué, j'aime bien parler de manière toujours dans la nuance des questions, selon la nature de la question. Je n'ai pas parlé de nullité du contrat. Peut-être
notre auteur que je l'utilise pour approuver que les auteurs sont d'accord pour l'importance de l'existence de la prime dans la contradiction. Mais pour moi, toujours, même pour les questions de limiter, c'est la question de requalification. J'aime bien parler de requalification plutôt de la minorité. Ça adapte, à mon avis, bien avec l'évolution jurisprudentielle qui tente de sauver le lien contractuel. Mais c'est une autre question. Je parle pour la question de prime, je parle selon les dispositions de droit positif actuelles. Ce dernier n'imagine pas qu'un contrat d'assurance à être gratuit. Toujours ce contrat à être 1 euro. Toujours. C'est pourquoi je parle selon ces dispositions. Si on a besoin d'obtenir un contrat à titre gratuit, il faut modifier ces règles. Mais il y a une question contraire. Est-ce qu'il y a dans ces dispositions une disposition empêche l'existence d'un tel contrat à titre gratuit? Je réponds non. Mais en tant que professionnel, l'assuré n'est fait le contrat sans contrepartie. C'est pourquoi j'ai un doute toujours que le contrat d'assurance, selon ces dispositions. Alors, je comprends bien votre réponse, mais alors, vous devriez peut-être aller une fois encore un peu plus loin. C'est contester la possibilité de stipuler à titre gratuit, non pas du fait du contrat d'assurance, vous qui aimez les qualifications, mais du fait du statut du contractant. Parce que l'individu est un professionnel, il ne le pourrait pas. Vous faites une étude de droit comparé. Je vous indique qu'en droit français, le statut fiscal des professionnels les empêche paradoxalement de passer des contrats à titre gratuit. Du seul fait qu'un professionnel passe des contrats à titre gratuit, il est suspect. Et cela ne tient pas à la nature juridique du contrat qu'au statut de professionnel. Rien d'autre. J'ai aimé ce que vous avez écrit sur les pactes analogues à l'assurance. Et j'ai été étonné qu'il n'y ait pas eu un développement, enfin très bref, mais une petite remarque, sur quelque chose qui apparaît presque en clin d'œil en note, sur les produits financiers. En note, vous dites quelques mots de ce qu'on appelle les dérivés climatiques. Vous en parlez en note. Oui. Mais vous n'en parlez qu'en note. Alors que si aujourd'hui il y a un grave problème qui se pose, du moins en droit français, je ne sais pas ce qu'il en est du droit égyptien, s'il y a un grave problème, c'est celui de savoir si les produits dérivés sont constitutifs d'un mode d'assurance, d'un pacte analogue à l'assurance ou de quelque chose de totalement différent. Alors j'étais étonné qu'après une belle remarque, comme vous l'avez faite sur les pactes analogues, qu'alors que vous avez pensé aux dérivés climatiques, vous savez, c'est pas fréquent de trouver dans une thèse une remarque sur les dérivés climatiques. Hein. C'est pas reproche, vous l'avez compris, c'est plutôt un compliment. Donc, je m'étonne que, alors que vous avez pensé à tout ça, vous n'ayez pas réuni tout cela à propos des pactes, comment dirais-je, analogues. Alors, parce que je vois que je suis trop long, j'ai des tas de choses encore à vous dire, mais je vais dire une dernière chose, deux dernières choses. Non, deux. Je vous ai dit tout à l'heure, alors, qu'il y a une note, la note 188, page 52, que je pense que je vais recopier pour moi.
chaque fois que je me poserai une petite question, j'irai relire cette note. Voilà. Je trouve que c'est très bien fait. Et pourquoi? Parce que c'est là que, au pied de cette note, vous voyez, c'est une note très longue, hein. Vous la voyez, la note 188? 188, page 52. Et à la fin de cette note, vous résumez toute la jurisprudence en 4 mots. Et ne vous trompez pas. La jurisprudence annonce actuellement que la nullité du contrat d'assurance pour défaut d'aléa est une nullité relative qui ne peut être invoquée, etc. Cette tendance impose la distinction entre le risque et l'aléa d'une part, et celui-ci est la cause d'autre part. Et enfin, voilà le passage qui, à mon avis, est limpide. Le risque étant une condition de l'existence du contrat d'assurance représente l'effet pécuniaire, parfois dommageable, d'un événement incertain. C'est vous qui avez écrit ça. Oui, bien sûr. Ouais. Tout est dit. Mais alors, comment, quand on peut écrire des choses comme ça, on peut être flou comme vous l'êtes à propos de la nature du contrat d'assurance vie? Vous ne partagez pas la thèse de M. Grimaldi. C'est évident, et je suis assez convaincu par votre remarque, vos objections apportées à M. Grimaldi. Mais pourquoi vous ne reprenez pas, dans votre réplique à M. Grimaldi, pourquoi vous ne reprenez pas un argument comme celui-ci où tout est dit? M. Grimaldi vous dit, mais c'est pas d'assurance vie cette histoire, mais il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas de risque, etc. Mais vous avez la définition de risque. Le risque n'est pas là où M. Grimaldi le situe. Vous proposez de situer le risque ailleurs. Et je trouve dommage, parce qu'il y a les idées, et une fois encore, vous êtes resté un peu en retrait de vos idées, vous ne les avez pas exploitées. Vous êtes un joueur de cartes qui savait mettre dans votre jeu de bonnes cartes, mais une fois que vous avez des bonnes cartes dans votre jeu, comme par une espèce de timidité, vous hésitez à abattre l'atout au moment où il le faudrait. C'est curieux quand même comme méthode. C'est dommage. Alors, il y aurait, si vous voulez, bon, des tas de choses. Je finis par un autre regret, mais je ne sais pas si c'est un hommage ou un regret. Enfin, bon, c'est pas comme ça. J'étais déçu par votre conclusion. J'aimerais qu'un jour vous la relisiez, votre conclusion, et que vous compariez votre conclusion avec l'exposé que vous venez de faire. Vous voyez, moi, mon idée comme ça, c'est que l'exposé que vous avez fait ici est nettement supérieur à votre conclusion. Quand on lit votre conclusion, on se dit, ben, il n'y a pas de thèse. On aimerait savoir ce que la comparaison entre le droit égyptien et le droit français apporte. On lit la conclusion, et c'est toujours la même timidité. Je dis, oui, oui, ben, vous savez, moi je fais quelque chose de très modeste, de très facile. Bon, je vous ai raconté comment c'était en droit français, comment c'était en droit égyptien. De temps en temps, je vous ai parlé des Anglais, je vous ai aussi parlé de l'Europe, je vais parler. Et ben voilà, c'est fini. Oui. Alors, qu'est-ce que l'on attend dans la conclusion?